enregistré. C'est bon, oui. Normalement, j'enregistre. Oui. Ben, on peut continuer? Oui. Alors, donc, imaginez que ce proton d'hydrogène, il est situé dans le corps humain et le corps humain, il se balade quelque part, par exemple à Monastir. Donc, on aura plusieurs protons ou plusieurs noyaux d'hydrogène, c'est la même chose à partir de cette diapositive. Quand on va dire moment magnétique, proton ou hydrogène, ça veut dire la même chose. C'est un neutron un proton pardon, qui est en train de tourner sur lui-même et qui va former un petit moment magnétique qu'on appelle mu ou moment magnétique. OK? Donc, dans le corps, qui n'est pas soumis à un champ magnétique intense et homogène, les protons sont éparpillés de façon aléatoire dans le corps avec des vecteurs, donc des montations, qui sont très aléatoires. Donc, si on veut calculer les montations dans l'ensemble de ce corps, on ne va rien trouver, on va trouver un vecteur nul. Pourquoi? Parce que les protons ne sont pas alignés. Donc, tous les protons sont éparpillés de façon très aléatoire pour avoir à la fin un vecteur nul. Imaginez maintenant qu'on va soumettre le corps dans un champ magnétique à un champ magnétique qui est très intense. Par exemple, on va introduire le patient dans le tunnel de l'IRM. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que les protons vont s'aligner, donc ils vont devenir parallèles par rapport au champ magnétique principal qu'on appelle le B0. Donc le B0, c'est le champ magnétique qui règne dans l'IRM. Donc, une fois on introduit le patient, les protons vont s'aligner, ils vont devenir parallèles à B0. Parallèles à B0, donc ils s'orientent dans l'axe de B0, mais pour le sens, il y a deux sens. Il y a des protons qui se dirigent, qui ont la même direction et même sens que le B0, c'est ce qu'on appelle les spins ou protons parallèles, et il y a d'autres protons qui vont se diriger vers le côté opposé, donc la même direction, mais sens opposé, c'est ce qu'on appelle les spins antiparallèles. Spin, ça provient de l'anglais, c'est tourner sur lui-même. C'est pour cette raison on l'appelle spin. Donc spin, moment magnétique, proton, peu importe, c'est la même chose. OK? Donc, quand on introduit un patient dans un tunnel, les protons vont prendre l'axe de B0, qui est l'axe du champ magnétique principal, mais ils vont se diviser en deux populations. Des populations parallèles et des populations antiparallèles. Oui, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, vous pouvez continuer. OK. Voilà. Le nombre de spins parallèles et antiparallèles, comme vous voyez tout à l'heure ici, vous voyez que le nombre de spins parallèles il est égal à 4 pour notre population de 7 et les antiparallèles, c'est en nombre de 3. Donc, il y a une prédominance des spins parallèles par rapport aux spins antiparallèles. Cette prédominance, elle n'est pas aléatoire, elle est calculée par l'équation de Boltzmann et qui dit que le nombre de spins parallèles, il est toujours supérieur au spin antiparallèle, mais il est discrètement plus élevé que les antiparallèles. À titre d'exemple, si on prend une population de 4 millions et 4 protons, on aura 2 millions et 4 qui sont parallèles contre 2 millions qui sont antiparallèles. Donc, en fin de compte, si on prend des parallèles et antiparallèles, ils vont s'annuler 2 par 2 pour avoir, à la fin, sur notre population de 4 millions et 4, on aura seulement 4 protons. Et seulement ces 4 protons qui vont donner un signal en IRM. Parce que les autres, ils vont s'annuler. Parallèles contre antiparallèles, ils vont s'annuler. Et on aura seulement la différence entre la population parallèle et antiparallèle qui va donner un signal en IRM. Donc, vous voyez, le pourcentage, il est très, très, très faible. Et c'est pour cette raison, l'IRM nécessite beaucoup, beaucoup de protons d'hydrogène pour avoir suffisamment de signaux. C'est clair ou je continue ou... Oui, c'est bon, oui.
Voilà. Donc, vous voyez, à 1,5 Tesla, sur une population de 4 millions et 4, on aura seulement 4 protons qui vont donner un signal. Les 4 millions, ils ne vont rien donner. Si on passe à 3 Tesla, qu'est-ce qui se passe? On passe à une population, cette fois-ci, de 4 millions et 8, 2 millions et 8 parallèles contre 2 millions qui sont antiparallèles, et on aura 8 protons. Donc, vous voyez, le fait de passer de 1,5 à 3 Tesla, on double la quantité de protons qui vont donner un signal, et donc, théoriquement, on double le signal également. Le proton, quand on fait un zoom sur le proton, il ne tourne pas vraiment parallèle à B0, mais il fait un petit angle de bascule, mais il tourne très rapidement. Il tourne très rapidement avec une vitesse qu'on va appeler oméga 0 de l'ordre des mégahertz, c'est-à-dire des millions de rotations par seconde. Quelle est la vitesse exacte? Eh bien, la vitesse exacte, elle est calculée par l'équation de Larmor. C'est la seule équation qu'on va voir ici, parce que je n'aime pas beaucoup les équations. Donc, oméga 0, c'est la vitesse de précession du spin ou du proton. Elle est égale à gamma fois B0. Donc, vous voyez, c'est une équation qui est très simple. B0, c'est quoi? C'est l'intensité du champ magnétique. Le plus souvent, c'est 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Gamma, c'est une constante. C'est la constante gyromagnétique. C'est une constante gyromagnétique de l'hydrogène. Puisqu'on fait l'imagerie de l'hydrogène, l'hydrogène a une constante qui est égale à 42,57 MHz par Tesla, fois B0 fois 1,5, ça fait combien? Ça fait à peu près 64 MHz. Donc, le patient dans la salle d'attente a des protons qui sont en train de tourner, mais avec une vitesse qui est relativement faible, et ils sont éparpillés de façon aléatoire. Le fait de l'introduire dans le tunnel, juste de le placer dans le tunnel, il va accélérer. Donc, la vitesse de précession des protons va accélérer et elle va atteindre 64 MHz environ, et ils vont s'aligner selon l'axe de B0 avec des protons parallèles et des protons antiparallèles, et une prédominance des spins parallèles par rapport aux spins antiparallèles. Cette différence, c'est elle qui va donner le signal sur notre image qu'on n'a toujours pas obtenue. Est-ce que c'est clair? Je peux continuer? Oui, c'est bon. Donc, si on fait un zoom sur notre proton, vous voyez, puisqu'il fait une petite inclinaison par rapport à l'axe de B0, vous voyez, il est en train de tourner et il fait une petite inclinaison par rapport à B0. Qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, ça va entraîner, vous voyez, le proton, il est en train de tourner, et là, c'est la projection. Vous savez, bon, peut-être c'est des souvenirs d'enfance qui m'a fait le bac. On fait des projections. Quand on a un vecteur qui est oblique, c'est très difficile de l'analyser. Il vaut mieux le projeter selon les axes, donc O, X, Y et Z, pour simplifier la chose. Donc là, vous voyez le vecteur rouge qui est en train de tourner. On peut le décomposer en deux vecteurs. Un vecteur vert, ce qu'on appelle le vecteur de l'aimantation longitudinale, il est parallèle à B0, ça c'est le B0, donc il est parallèle à B0. Et on a un autre petit vecteur jaune qui est en train de tourner. Il tourne à quelle vitesse? Il tourne à la vitesse de Larmor qui est égale à oméga 0. OK? Donc vous voyez, juste pour simplifier la chose, donc on va dire, puisque le proton il tourne de façon un peu complexe, il fait une précession, c'est comme une toupie qui tourne. Donc, il a donc une rotation sur lui-même et une rotation tout autour de l'axe OZ. Ça va entraîner l'apparition de deux vecteurs, un vecteur vert, comme le vecteur vert, c'est le vecteur de l'aimantation longitudinale et qui est fixe, vous voyez, et un vecteur qui est en train de tourner, qui est fixe sur le plan amplitude, mais il est en train de tourner, il tourne dans le plan OXY, c'est le plan transversal, c'est ce qu'on appelle une composante transversale. Donc, vous voyez, le fait d'introduire un patient dans le tunnel, on aura l'apparition de deux vecteurs. On peut le décomposer, donc la rotation des protons, en deux vecteurs, un vecteur vert et un vecteur jaune. Le vecteur vert, il a une amplitude qui est fixe et il ne bouge pas du tout.
un vecteur jaune qui a une amplitude qui est fixe, mais qui est en train de tourner. Donc là, c'est pour un seul proton. Imaginez qu'on a par exemple 7 protons. Si on a 7 protons, quand on va les introduire dans le champ magnétique, ils vont tourner avec l'équation, avec la vitesse de Larmor qui est égale à oméga 0. Et chaque vecteur, on peut le décomposer. Donc, au lieu d'avoir les vecteurs rouges qui sont obliques, donc on va décomposer. Donc, on aura 7 vecteurs jaunes qui sont en train de tourner et 7 vecteurs verts qui sont fixes. OK? Donc, pour l'aimantation longitudinale et pour simplifier la chose, bon, on va dire qu'on a, on fait une pause là, voilà, on a 7 vecteurs verts qui sont fixes. Imaginez qu'on va mettre une bobine ici et une bobine qui va détecter ces moments magnétiques. Comment elle va les détecter? Puisqu'on a 1, 2, 3 et 4 parallèles contre 3 antiparallèles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les parallèles et antiparallèles vont s'annuler et on aura un seul proton parallèle, qui a un vecteur vert qui est parallèle, qui est collinéaire à B0, qui peut être détecté par la bobine. Donc, vous voyez, je répète, donc on a 7 vecteurs verts dans le tunnel. On va dire, pourquoi pas mettre une bobine ici pour détecter l'aimantation de ces différents vecteurs. Puisque les vecteurs sont opposés, ils vont s'annuler un par un et on aura un seul, puisqu'on a 4 parallèles contre 3 antiparallèles, on aura un seul proton, dans ce cas, qui va être détecté par la bobine. Et la bobine, elle peut le détecter, il n'y a pas de souci, donc elle peut le détecter sans problème. Mais d'où vient le problème? Le problème, c'est que ce proton, il est en train de tourner, mais il entre en concurrence avec un gros vecteur qui est le B0. Un gros vecteur qui est le B0, qui est très loin supérieur à l'intensité de ce petit moment magnétique. Donc, comme si on est en train de voir un projecteur, on va dire 10 000 watts, et à côté de ce projecteur, il y a une lampe 5 watts. Donc, on ne peut pas la voir. Donc, on ne peut pas faire les mesures de ce moment magnétique puisqu'on est collinéaire à B0. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour le moment. Voilà. Donc, l'aimantation, je résume, l'aimantation longitudinale, quand on introduit le patient dans le tunnel, elle est non nulle. Pourquoi elle est non nulle? Puisque avec la constante de Boltzmann, on a dit qu'on aura 4 protons ou 8 protons, peu importe, qui ne vont pas être annulés par les protons antiparallèles et ils peuvent être détectés par la bobine. Sauf que 4 protons par rapport au P0, qui est 30 000 fois supérieur au champ magnétique terrestre, on ne peut pas les mesurer. Donc, pour l'aimantation longitudinale, c'est cuit, donc on ne peut pas l'utiliser pour avoir une image. Qu'en est-il de l'aimantation transversale cette fois-ci? L'aimantation transversale, qui est le vecteur jaune, vous voyez ici, on a 7 vecteurs jaunes qui sont en train de tourner. On va mettre une bobine dans le plan transversal. Dans le plan transversal, là, c'est une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'on est orthogonal à B0, donc on ne va pas être gêné par le B0. Les vecteurs verts, on ne peut pas les mesurer, ils sont orthogonales à la bobine. Donc, on ne peut mesurer que les vecteurs jaunes qui sont en train de tourner. On va voir avec une vue d'avion, une vue dessus, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on va faire une petite rotation et vous allez voir qu'à un instant donné, on a la bobine, on a les vecteurs qui sont en train de tourner. Est-ce que la bobine va mesurer quelque chose? Eh bien, elle ne va rien mesurer. Pourquoi? Parce que les protons sont en train de tourner, certes, dans le plan transversal. Donc, la bobine, théoriquement, elle peut mesurer ces différents vecteurs, mais puisqu'ils sont et ils font des rotations de façon aléatoire et anarchique, vous voyez, ils ne sont pas dans la même direction, exactement dans la même direction, la bobine, elle ne va rien mesurer. On dit ici que les protons
ne sont pas en phase, ils sont déphasés. Donc, ils tournent avec la même vitesse, c'est l'équation de Larmor, la vitesse de Larmor, oméga 0, mais ils ne tournent pas avec la même phase. Et donc, la bobine est bien mesurée dans le plan transversal. Donc là, elle est mesurable, mais puisque les spins sont déphasés, à l'état stationnaire, on a introduit le patient dans le tunnel, tout simplement, on n'a rien fait pour le moment, on ne peut pas avoir de signal. Donc, si on se résume, en l'absence de B0, on aura des protons qui sont en train de tourner dans toutes les directions de l'espace. Donc, vous voyez, ils sont déphasés déjà. La P affichée dans les protons n'apparaît pas et ne disparaît pas. Au même moment, ils sont déphasés, ils sont éparpillés de façon aléatoire. Donc, on n'a ni démontation longitudinale, ni démontation transversale, donc on n'a pas de signal. En présence d'un B0, donc on a une aimantation longitudinale, le vecteur vert qui est non nul, donc elle est égale à 1, 2, 3, peu importe, mais elle est non nulle, qui est due à la différence des protons parallèles et antiparallèles, mais elle n'est pas mesurable parce qu'elle est collinéaire à B0. Alors que pour l'aimantation transversale, elle est mesurable, mais elle est égale à 0, puisque les protons sont déphasés. Donc, comment faire? Et on va utiliser ce qu'on appelle le phénomène de la résonance. Donc, sans le phénomène de la résonance, on ne peut pas avoir d'image en IRM. Donc, on introduit le patient, on ne peut pas avoir d'image, il faut entrer, faire résonner les protons d'hydrogène pour avoir une image. Le phénomène de la résonance électrique ou mécanique, c'est la même chose. C'est un apport de l'énergie entre un oscillateur qui est dans ce cas le vent et le pont de Tacoma aux États-Unis qui s'est écroulé le 7 novembre dans les années 40 ou bien les années 70, je ne me rappelle plus. Voilà, donc il va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert d'énergie entre le vent et les matériaux qui constituent le pont. C'est la même chose en IRM. On a un oscillateur qui est le proton, puisqu'il tourne avec une fréquence qui est égale à oméga 0, qui est égale à 64 MHz. Le fait d'apporter de l'énergie sous forme d'une onde électromagnétique, le proton, il va entrer en résonance et qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer. Donc, il va basculer. C'est la même chose comme l'attraction des chaises volantes au niveau des manèges, dans les parcs d'attraction. Quand on apporte de l'énergie, qui est l'énergie électrique, les chaises, ils vont augmenter l'angle de bascule par rapport à l'axe principal qui est l'axe B0. Donc, c'est exactement le même phénomène qui se passe au niveau des protons et pour faciliter la chose aux pauvres radiologues qui ne comprennent pas beaucoup les principes physiques, on va parler d'angle de bascule. Donc, angle de bascule, c'est quoi? Le proton, il est en train de tourner à peu près dans l'axe de P0. Si on apporte une énergie qui est relativement faible, on fait basculer notre proton d'un angle de 30 degrés. Donc, on va dire un angle de bascule de 30 degrés. On peut faire un angle de bascule de 90 degrés. Donc, c'est une onde qui va durer un peu dans le temps pour faire basculer de 90 degrés. On peut faire un angle de bascule de 180 degrés, de 120 degrés. Donc, tous les angles de bascule peuvent être réalisés en IRM. Il faut juste ordonner à la machine et elle va faire basculer le proton de 30 degrés, de 90 degrés, de 40 degrés ou de 60 degrés. Et c'est pour cette raison on parle d'une impulsion, une impulsion radiofréquence qui dure un intervalle de temps pour faire basculer notre proton de 30 degrés. Un angle de bascule ou une onde RF 90, c'est une onde qui dure un intervalle de temps donné et qui permet de basculer notre proton de 90 degrés ou de 180 degrés. Donc, la fréquence de résonance, elle est égale à 64 MHz. Si on travaille à 1.5, à 3 Tesla, ça devient 127 MHz.
À votre avis, 64 MHz et 127 MHz, c'est quoi? C'est le domaine des ondes radio. Vous voyez, les basses fréquences, les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, les rayons X. Là, on est dans le domaine des ondes radio. Et c'est pour cette raison, on l'appelle onde RF, c'est onde radiofréquence. Donc, quand on dit une onde RF, c'est une onde radiofréquence dont la fréquence est égale à 64 si on travaille à 1.5, 127 si on travaille à 3 Tesla. Si on travaille à 7 Tesla, on est toujours dans le domaine des ondes radio. Et c'est pour cette raison, les ondes radio ne sont pas ionisantes, vous voyez, ne sont pas ionisantes, et c'est pour cette raison, l'IRM, elle n'est pas nocive, c'est pas comme le scanner où on va utiliser les rayons X qui sont ionisants. C'est clair ou c'est Bon, c'est bon, oui. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de questions? Pour le moment, pas de questions. Ok, on continue. Alors, comment on peut expliquer cette bascule? Alors, on a la bascule tout à l'heure, c'est comme les chaises volantes et tout, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Hein. Donc, la bascule, elle est expliquée par une diminution de ce vecteur vert et une augmentation du vecteur jaune. Donc, avec l'arrivée de l'onde RF, on aura un vecteur vert qui disparaît et un vecteur jaune qui augmente d'amplitude. Donc, c'est ce qui explique la bascule. Donc, ce n'est pas la bascule dans les trois directions de l'espace, c'est une diminution du vecteur vert, le vecteur de l'aimantation longitudinale, et une augmentation du vecteur d'aimantation transversale. Comment on peut expliquer la diminution de l'aimantation longitudinale? Eh bien, c'est très, très simple. Donc, là, vous voyez, on a une population, par exemple, de 14 spins qui ont des aimantations transversales et des aimantations longitudinales. Dans ce cas, on va expliquer la diminution de l'aimantation longitudinale. La diminution de l'aimantation longitudinale s'explique par la physique quantique, donc la physique à l'échelle microscopique. Je m'explique. Donc, les protons sont des aimants, mais sont des aimants qui sont des aimants microscopiques. Ce n'est pas comme les aimants qu'on utilise tous les jours. Les aimants, les classent par exemple à le frigidaire, par exemple, c'est un aimant macroscopique. Alors que un proton, c'est un aimant microscopique. L'aimant microscopique, il n'obéit pas aux lois de la physique classique, la physique newtonienne. Quand on met un proton qui est normalement chargé électriquement et il a un moment magnétique, quand on va le placer dans un champ magnétique, normalement, il doit se déplacer, il va être attiré soit vers le pôle nord, soit vers le pôle sud. Ça, c'est pour un aimant macroscopique. Normalement, un aimant macroscopique, comme la boussole, elle se dirige toujours vers le pôle nord. Pour les protons, c'est un peu différent dans le sens, c'est qu'ils ne se comportent pas comme une boussole, se comportent comme des protons. Si on prend une population de 4 millions et 4 protons, on aura 2 millions et 4 qui vont se diriger vers le pôle nord, et on les appelle spins parallèles, et 2 millions vers le pôle sud, c'est ce qu'on appelle les spins antiparallèles. Pourquoi il y a une prédominance des spins parallèles par rapport aux spins antiparallèles? Eh bien, tout simplement parce que les spins parallèles ont un faible niveau d'énergie. Donc, il ne faut pas dépenser beaucoup d'énergie pour être parallèle à B0, alors que pour être antiparallèle, il faut dépenser beaucoup d'énergie. OK? Donc, les protons ont tendance, on a une tendance à avoir des protons parallèles prédominants par rapport aux antiparallèles, et bien tout simplement parce que les parallèles ont un faible niveau d'énergie. Et la nature ne veut pas dépenser beaucoup d'énergie, et c'est pour cette raison, elle favorise les spins parallèles
par rapport au spin antiparallèle. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'apport de l'onde RF? Quand l'onde RF arrive, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne la disparition de ce vecteur vert. Comment il disparaît? Le vecteur vert ici, c'est la résultante de l'ensemble de ces différents vecteurs verts de petite taille. Puisqu'on a une population de 14 protons, on a 1, 2, 3, 4 antiparallèles contre le reste qui sont parallèles. La résultante, elle est de combien? Elle est, les deux, ils vont s'annuler, ils vont s'annuler, ils vont s'annuler, ils vont s'annuler. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on aura un vecteur de plus 6 ici. OK? C'est clair, Olem? Un vecteur de Oui, plus c'est bon. 6 qui correspond à la différence entre parallèle et antiparallèle. Quand l'onde RF arrive, et l'onde RF, vous savez tous, cette onde RF que vous voyez ici, l'onde RF, elle a une énergie. L'énergie, elle est égale, E égale H nu, H, c'est la constante de Planck, fois nu, la fréquence. Mais peu importe, une onde RF, c'est une onde qui contient de l'énergie. Imaginez que l'onde arrive vers cette population, l'énergie, elle va être absorbée par les protons. Quels sont les protons qui vont absorber cette énergie? Les protons en rouge sont antiparallèles, ont un haut niveau d'énergie, donc ils sont déjà saturés, donc ils n'acceptent pas cette énergie. Donc l'énergie, elle va être gagnée par un des protons hédum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voyez, ce proton-là, il était noir, il était parallèle. Puisqu'il gagne de l'énergie, eh bien, brutalement, il passe à un proton, il passe comme un proton antiparallèle, et ainsi de suite. Donc, le fait d'apporter de l'énergie, petit à petit, elle va être absorbée par les protons parallèles qui ont un faible niveau d'énergie, et ils vont gagner cette énergie pour devenir antiparallèles. Et en fin de compte, on a combien? Après un intervalle de temps, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 antiparallèles contre 7 qui sont parallèles. La résultante, elle est de combien? Elle est égale à 0. Et donc, vous voyez le vecteur qui était ici, il a disparu. Je répète l'animation, vous voyez. Donc, l'énergie, elle va être absorbée proton par proton. Et chaque proton qui absorbe l'énergie, il était en faible niveau, devient en haut niveau d'énergie. Et pour avoir une égalité entre les protons parallèles et antiparallèles, et donc on aura une résultante qui est égale à 0. Et donc le vecteur vert qui était ici, il disparaît. Si on continue à apporter de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? On aura des protons parallèles qui deviennent antiparallèles. Et on arrive à combien? On arrive à moins max. Donc on avait tout à l'heure un vecteur de plus 4, le vecteur, il devient un moins 4. Moins 4, ça correspond à quoi? Ça correspond à une impulsion 180 degrés. Et si on a une égalité, قد les parallèles, قد les antiparallèles, c'est une onde de 80 degrés. Donc, dans cette animation, c'est une onde de 90 degrés. Donc, elle permet d'égaliser le nombre de spins parallèles par rapport aux spins antiparallèles. Et donc, on aura un vecteur vert qui est égal à 0. Et donc, le vecteur de l'aimantation longitudinale macroscopique de l'ensemble de groupes de population est égal à 0. C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, on passe au vecteur de l'aimantation transversale. On a dit tout à l'heure que le vecteur vert, il diminue à disparaître après une impulsion 90, et le vecteur jaune, il était de faible amplitude, il devient très ample et il tourne avec la fréquence de Larmor qui est égale à 64 MHz. Comment on explique l'apparition de la composante transversale? La composante transversale, vous voyez ici, là, vous voyez que les protons sont déphasés. On va faire une vue d'avion. Vous voyez, avec l'onde RF, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, les protons se sont mis en phase. Donc, le fait
d'exciter par une onde RF, tous les protons vont continuer à tourner dans la même direction, mais ils deviennent en phase. L'analogie, c'est quoi? L'analogie, c'est une salle de classe d'une maternelle ou de l'école primaire où on a des élèves qui sont dans la salle de classe, mais il n'y a pas d'instituteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le cas où donc, on va dire que les élèves sont déphasés, ils ne sont pas en phase. Donc, on n'aura pas du tout de vecteur jaune qui représente l'ensemble des élèves. Mais dès que l'instituteur arrive, bien sûr, tous les élèves vont se diriger vers l'instituteur et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une apparition d'une aimantation transversale. OK? Oui. C'est clair? Voilà, donc en résumé, l'onde RF, quand elle arrive, elle entraîne deux phénomènes qui sont complètement indépendants. Et ça, c'est très important. Ils sont indépendants. Elle transforme des spins parallèles en des spins antiparallèles. Par quoi? Par l'apport de l'énergie. Elle apporte de l'énergie vers les spins pauvres, qui sont les spins parallèles. Pour qu'ils deviennent riches, ils deviennent antiparallèles. Et en même temps, cette onde RF, elle met en phase les spins. Donc, les spins étaient déphasés. Avec l'onde RF, ils vont se mettre en phase. Donc, deux phénomènes qui sont dus au même agent causal qui est l'onde RF. OK? Avec l'arrêt de l'onde RF, qu'est-ce qui se passe? Là, après l'arrêt de cette onde de 90 degrés, vous voyez, juste une fraction de seconde avant l'arrêt de l'impulsion 90, on a un vecteur jaune qui tourne, qui est très ample, et on n'a pas de vecteur vert du tout. Qu'est-ce qui se passe à l'arrêt de l'onde RF? Eh bien, c'est le retour à l'état d'équilibre. Donc, un retour progressif du vecteur vert et une disparition rapide du vecteur jaune. Comment on explique le retour à l'état d'équilibre? Eh bien, c'est l'inverse. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, avec une vue de profil, vous voyez le vecteur vert, il repousse lentement, très lentement. Et la repousse, elle ne se fait pas de façon linéaire, elle n'est pas constante. La repousse, elle se fait rapidement au début et puis elle décélère petit à petit. C'est une courbe exponentielle croissante. Vous voyez cette courbe? Donc là, la courbe, vous voyez, c'est la courbe de la repousse de ce vecteur vert, qui est le vecteur de l'aimantation longitudinale. Donc la repousse, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle croissante. Une exponentielle croissante, elle est caractérisée par un temps, ce qu'on appelle le T1. C'est quoi ce T1? On ne l'a pas choisi au hasard, on l'a choisi, le T1 c'est un temps, hein. Vous voyez, là c'est l'axe de temps, et là c'est l'amplitude du signal. On était à l'instant T égale 0, c'est-à-dire juste au moment de l'arrêt de l'impulsion 90, il était égal à 0. Et puis il repousse, il repousse, il repousse, jusqu'à atteindre 100%. OK? Donc, la valeur du T1, qui est un temps, donc l'unité c'est le seconde ou milliseconde, on choisit le milliseconde, généralement en IRM, ça correspond à la repousse de 63% de ce vecteur. Donc, quand ce vecteur atteint 63% de sa valeur initiale, on fait la projection et on aura une valeur en millisecondes. Cette valeur, elle est variable et elle dépend de quoi? Elle dépend de la température. La température, généralement, elle est constante, aux alentours de 23 degrés dans la salle d'IRM. Et c'est pour cette raison, la salle d'IRM, généralement, elle est climatisée avec une température qui est assez constante. Et elle est variable selon quoi également? Selon les tissus. Selon les tissus. Chaque tissu a un T1. Et le T1, c'est une propriété des tissus. Une propriété qui met la température de fusion de l'eau, la température d'évaporation de l'eau, la température de fusion des métaux. La même chose, un tissu a un T1. Le muscle a un T1.
La substance blanche a un T1. La substance grise a un T1. Les T1 sont différents. Si des tissus ont des T1 qui sont identiques, on va les voir qui ont le même contraste sur une imagerie T1. OK? Donc, l'imagerie T1, en fin de compte, le contraste dans l'imagerie T1, il dépend de la vitesse de cette repousse. Imaginez qu'on a une courbe qui repousse comme ça. La projection de 63, elle va être ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la courbe head a un T1 plus court que la courbe vert. OK? Et c'est ce qui fait la différence de contraste. L'analogie que j'utilise avec les étudiants le plus souvent, c'est dans la cuisine. Imaginez que vous êtes pressé, vous allez allumer trois éléments du gaz avec trois éléments. Une cocotte, une casserole, n'importe quoi, et une autre casserole. Une casserole en verre, en inox, et je dis n'importe quoi, en cuivre. Imaginez qu'on va les chauffer à 100 degrés Celsius, et par la suite, d'un seul coup, on va arrêter le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se refroidir. Ils vont refroidir. Comment? Par un transfert d'énergie vers des métaux, ou du verre, vers la cuisine. C'est ce qu'on appelle une relaxation spin-réseau. Donc, les protons, ils vont perdre l'énergie gagnée vers l'environnement. La température, elle va baisser de 100 jusqu'à 80, 70, 60 degrés. On va dire que on va choisir 63 degrés et on va calculer le temps. Donc, le gaz étal, top chrono, et on va calculer le temps nécessaire au verre pour arriver à 60 degrés Celsius, à l'inox à arriver à 63 et le cuivre pour arriver à 63. Celui qui arrive en premier, on va dire qu'il a un T1 qui est court. Il arrive dans 2 minutes. L'autre, il arrive dans 5 minutes. Et le verre, il arrive dans 10 minutes. Donc, on va dire que le T1 de verre est lent, le T1 de cuivre est intermédiaire et l'inox est le T1 le plus court. OK? Imaginez maintenant qu'on a une casserole et on ne sait pas sa constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la chauffer à 100 degrés Celsius et puis on va éteindre le feu pour voir dans combien de temps elle arrive à 63 degrés. Si elle arrive dans 3 minutes, on va dire, puisqu'elle arrive dans 3 minutes, donc c'est de l'inox, c'est pas le cuivre et c'est pas le verre. Donc vous voyez, donc avec l'imagerie T1, le contraste, s'il est blanc, donc c'est un T1 qui est court, donc sa repousse, elle se fait de façon très rapide. Le tissu qui est en gris, il a un T1 qui est très lent, donc, et il remonte très lentement pour arriver à 100% de son signal. C'est clair, Walid? Oui, c'est bon. Sur le plan proton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez là, après une impulsion 90, on a une égalité entre parallèle et antiparallèle, puisqu'on a une égalité à cause de l'onde RF. Dès qu'on arrête l'onde RF, qu'est-ce qui va se passer? Les protons qui ont gagné l'énergie de l'onde RF, par exemple celui-là, il va perdre de l'énergie gagnée vers l'environnement et il retourne à son état d'équilibre. Donc, en fin de compte, après l'arrêt de l'onde RF, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'énergie gagnée par les protons, au début, ils étaient pauvres, ils sont devenus riches par l'énergie gagnée, ils vont redevenir pauvres une deuxième fois, mais progressivement. Le premier proton, il cède l'énergie, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. C'est ce qu'on appelle la relaxation spin-réseau. Donc, les protons perdent l'énergie vers le réseau. Donc, il y aura normalement un dépôt d'énergie dans le tissu, dans le corps humain. Et dès on fait une IRM, généralement, le patient, il a chaud, il y a une sensation de chaleur intérieure à cause de ce dépôt de l'énergie qui est gagné par les ondes, par les protons, et qui va être cédé vers l'environnement.
qui entoure ces protons. Elle se fait progressivement selon une courbe exponentielle croissante qu'on va utiliser sous forme du T1 qui correspond à 63% de l'énergie initiale. Qu'en est-il du vecteur jaune? Vous voyez le vecteur jaune ici, avec une vue d'avion. Vous voyez, dès l'arrêt de l'onde RF, qu'est-ce qui se passe? C'est une disparition très rapide. Cette disparition, elle n'est pas linéaire, c'est la même chose. Elle est rapide au début, puis elle décélère petit à petit. C'est une courbe exponentielle décroissante cette fois-ci, et elle est caractérisée par un temps qu'on appelle un T2. C'est quoi ce T2? Le T2, il correspond à la projection, c'est en millisecondes, c'est la même chose, de 37% de l'aimantation transversale maximale, c'est-à-dire après une impulsion 90. Dès qu'il reste 37%, on fait la projection et on aura la valeur T2. La valeur T2, c'est une constante j'ai oublié tout à l'heure, la température, le tissu et l'intensité du champ magnétique. La substance blanche A1T1 à 1,5 Tesla et A1T1 à 3 Tesla sont un peu différents. OK? Le T2, c'est la même chose, c'est une propriété. La substance blanche A1T2, la substance grise A1T2, le muscle A1T2, le foie A1T2 et ainsi de suite. OK? Donc le T2, c'est une caractéristique d'un tissu. Un tissu a un T1 et a un T2. Comme il a une masse molaire, il a tout et n'importe quoi, il a une température de fusion, d'ébullition, kif, il a un T1 et il a un T2. On ne peut pas les varier, sont constantes. Et le T1 et le T2 sont complètement indépendants. Le T1 et le T2 sont deux phénomènes, c'est le même agent causal, mais deux phénomènes qui sont complètement indépendants. La substance blanche peut avoir un T1 qui est long et un T2 qui est court, comme elle peut avoir un T1 qui est long et un T2 qui est long. OK? Les deux sont courts. Donc, ils sont complètement indépendants. Qui me trouve la température de fusion d'un corps et sa masse molaire. Ils sont complètement indépendants. Le T1 et le T2, nous chauffons mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. OK? Comment on explique cette disparition de ce vecteur, le vecteur هذا تشوفوا فيه احنا ديما كي باش نقيسوا ce vecteur, le vecteur de l'ensemble des différents spins, c'est pas chaque spin séparé. Donc ce vecteur, il est maximal et il est en train de tourner avec l'équation de la fréquence de l'armor. Dès qu'on arrête l'onde RF, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on arrête l'onde RF, et ben c'est le chaos qui s'installe de nouveau. Donc les protons redeviennent de nouveau déphasés et on n'aura plus de vecteur d'aimantation transversale. OK? L'analogie, c'est l'inverse. L'instituteur qui sort de la salle de classe, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est le chaos qui s'installe de nouveau. Donc, vous voyez, avec l'analogie entre les différentes casseroles pour arriver à 63 degrés, de 100 degrés à 63 degrés, il faut un peu de temps. Donc, le T1, il est un peu lent par rapport au T2. T2, imaginez une maternelle avec l'instituteur qui sort, dès qu'il met le pied dehors, c'est le chaos qui s'installe. Donc, le T2, il est très court par rapport au T1. OK? Donc, l'arrêt de l'onde RF entraîne le retour à l'état d'équilibre, ça va de soi, mais qui est caractérisé par deux phénomènes qui sont complètement indépendants. La relaxation spin-réseau, c'est la relaxation T1, c'est la perte de l'énergie gagnée par les spins. Les spins redeviennent parallèles de nouveau. Les spins parallèles, il y a de l'énergie ou les antiparallèles, ils vont la perdre pour redevenir parallèles. Ça prend un peu de temps. Ils perdent l'énergie vers la cuisine. Donc, l'environnement, c'est ce qu'on appelle la relaxation spin-réseau. La relaxation T2 ou spin-spin, c'est la perte de la cohérence des spins. C'est le déphasage. Pourquoi on l'appelle spin-spin? Eh bien, dans l'analogie, spin-spin, parce que chaque élève, c'est un spin. Imaginez un élève qui est seul, il va pas se déphaser. Mais quand ils sont très proches l'un de l'autre,
ils vont se dévaser. C'est du bavardage et tout. C'est pour cette raison, on l'appelle spin. Sur le plan réel actuellement, les spins sont des moments magnétiques, des aimants. Imaginez des aimants qui sont proches l'un de l'autre, ils vont s'interagir. C'est ce qui explique la relaxation T2. Mais en fin de compte, et on n'a pas pu mesurer ces relaxations. Et on n'a pas jusqu'à maintenant d'image. Comment on peut mesurer ces relaxations? Eh bien, on peut les mesurer grâce à une bobine. Imaginez qu'on a un aimant qui est en train de tourner dans un plan et on met une bobine qui regarde cet aimant. Qu'est-ce qui va se passer? On va trouver un courant électrique, donc un champ magnétique qui tourne avec des filaments de cuivre, une bobine. Il y aura un courant électrique qui se crée au niveau de cette bobine. Un courant électrique qui est alternatif. Pourquoi? Parce que l'aimant il est en train de tourner. Donc, vous voyez, l'aimant il tourne et on aura une sinusoïde qui n'est pas amortie, qui a une période et qui a une fréquence. La fréquence de cette sinusoïde, elle est égale à combien? Elle est égale à la fréquence de rotation de cet aimant. L'analogie, c'est le dynamo d'une bicyclette. Vous savez, le dynamo, il contient une bobine de cuivre et dans laquelle il y a un aimant permanent qui est en train de tourner avec la roue de bicyclette et ça va générer un courant alternatif qui va allumer la lampe de la bicyclette. Imaginez maintenant qu'on n'a pas un aimant, mais on a un proton qui est en train de tourner. Le proton qui est en train de tourner, il a une aimantation longitudinale et une aimantation transversale. Vous savez, l'aimantation longitudinale, elle est dans cet axe, donc elle ne va pas être mesurée par la bobine, mais puisque la bobine elle est dans le plan OXY, elle peut mesurer ce vecteur qui est en train de tourner. C'est quel vecteur? C'est le vecteur de l'aimantation transversale. Donc, vous voyez, si on branche un oscilloscope, on va trouver une sinusoïde qui n'est pas amorti puisqu'il est en train de tourner, il a la même amplitude, c'est la même chose. La fréquence de rotation de ce proton ou de ce vecteur, elle correspond à la fréquence enregistrée par l'oscilloscope. OK? Donc, dans ce cas, le fait de placer une bobine dans le plan transversal, on peut mesurer une aimantation transversale. OK? Et on n'est pas gêné ni par le B0, ni par le vecteur vert, puisqu'ils sont orthogonales à la bobine. Et vous savez, sur le plan physique, un champ magnétique orthogonal à la bobine, il ne donne pas de signal dans la bobine. OK? Voilà. Sur le plan réel, qu'est-ce qui se passe? Donc là, dès qu'on arrête l'onde RF, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur vert, le vecteur jaune, pardon, il n'a pas une amplitude qui est stable. Il n'a pas une amplitude qui est constante. Il diminue dans le temps. Donc la bobine, qu'est-ce qu'elle va enregistrer? Elle va enregistrer une sinusoïde. Et cette fois-ci, elle est amortie. OK? La fréquence ici, c'est à peu près la fréquence de rotation. Mais l'amplitude, vous voyez, elle devient de plus en plus faible avec le temps. Pourquoi? Parce que le vecteur jaune diminue avec le temps. C'est la relaxation transversale. La relaxation longitudinale, la repousse de ce vecteur vert, à la limite, on s'en fiche parce qu'elle n'est pas mesurée par cette bobine. OK? Si on prend les différents pics, ici, et on trace une ligne, on va trouver une courbe qui est exponentielle décroissante. Ça correspond à quoi? Ça correspond à cette courbe qu'on a vue tout à l'heure, la courbe jaune, c'est la décroissance T2. Mais pour compliquer la vie pour les pauvres radiologues et résidents, ce n'est pas le T2, c'est en fait le T2 étoile. C'est quoi ce T2 étoile? Le T2 étoile, si on est dans le monde parfait, la décroissance, elle se fait très lentement. Alors que dans le monde réel, la décroissance, elle se fait très rapidement. Dans le monde parfait qui n'existe pas, du moins sur Terre, on ne peut pas faire des mesures comme ça. Donc, on peut faire des mesures qu'en T2 étoile. Donc, le T2 pur, c'est ça, c'est le monde parfait, alors que dans le monde réel, on ne peut mesurer
que le T2 étoile. C'est quoi ce T2 étoile? Le T2 étoile, c'est du T2 sur lequel on va ajouter une autre composante. C'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité du champ B0. Donc le T2, je dis n'importe quoi, imaginez qu'on va mesurer le T2 de la substance blanche. Le T2 de la substance blanche, il est égal à 40 millisecondes, je dis n'importe quoi. Quand on va faire des mesures, une fois on trouve 37 millisecondes, une fois on trouve 34, une fois on trouve 20, une fois on trouve 49, 39, mais jamais 40 ou plus que 40. Donc l'hétérogénéité du champ magnétique, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle raccourcit la valeur du T2 pour donner du T2 étoile. Donc le T2, il est constant pour un tissu, mais le T2 étoile, il n'est pas constant. Il n'est pas constant, pourquoi? Parce que la composante étoile, c'est une composante qui est aléatoire. Une composante aléatoire qui me chauffe le vent. Le vent, il est aléatoire. Marra, il accélère, marra, il décélère, marra, il change de direction. Et donc, par exemple, si on prend une boule qui fait 5 kg, on la fait tomber du 10e étage, on peut faire les calculs théoriques. C'est simple, pour voir l'accélération et elle arrive après combien de temps par terre. Et si on prend un bout de papier et on le laisse tomber, à cause des mouvements d'air, la vitesse de la chute, elle est très variable. L'inverse par rapport au spin, elle est très variable, elle est plus importante pour le bout de papier, alors que pour le... oui, Oussem. Oussem, c'est clair ou là? Vous pouvez continuer. Ah, d'accord. Alors que la composante étoile en IRM, elle raccourcit le T2. Donc, qui m'a dit, le myocarde a un T2 de 60 millisecondes. Une fois on le mesure, 59, une fois 50, une fois 45, une fois 20, mais jamais 60, par exemple. Parce qu'on n'est pas dans le monde réel, dans le monde parfait, pardon. OK? Donc, cette composante étoile, c'est une composante qui est nocive pour l'image. Pourquoi? Parce qu'on sait interpréter des valeurs qui sont répétitives. On veut interpréter du T1 réel, du T2 réel, mais un T2 étoile, puisqu'il est aléatoire. On ne peut pas l'utiliser pour analyser un signal. On ne peut pas dire un hyposignal T2 étoile. Par exemple, je dis n'importe quoi, la substance blanche, elle est un peu plus noire par rapport à la substance grise sur la séquence T2. Sur la séquence T2 étoile, marra isosignal, marra plus blanche. Là, on ne sait pas interpréter ça. On veut interpréter des signaux qui sont constants. Fait scanner, par exemple, quand on voit une image hyperdense, on dit elle est hyperdense, peut-être parce que c'est un calcul, il contient du calcium, il a un coefficient d'atténuation qui est constant. Mais ne jamais نجي في scanner le calcul نلقاه hypodense. On dit il est hypodense parce que c'est un calcul. On sait interpréter que des valeurs qui sont constantes. On sait la substance blanche, elle est blanche par rapport à la substance grise sur une séquence T1. Pourquoi? Parce que le T1 de la substance blanche, il est supérieur à la substance grise. OK? Donc, la composante étoile, c'est une composante qu'on doit l'éliminer pour pouvoir interpréter des signaux qui sont corrects. Un autre exemple. Imaginez qu'on va faire une imagerie T2 et on va voir un hypersignal T2 de la substance blanche. تصور مرة يظهر hypersignal, مرة hyposignal, alors que c'est la même lésion. Donc, on ne sait pas l'interpréter. Il faut que ce nodule doit être toujours en hypersignal, quel que soit l'IRM où il a quel que soit le temps d'acquisition, مش ندخل patient ونعاود نرجعه et on aura une autre valeur. وعلاش l'hétérogénéité هذه جايه؟ L'hétérogénéité, elle provient, c'est un problème physique inévitable. Il est inévitable. Pourquoi? Parce que même si on prend une machine qui sort de l'usine, خرجت من ألمانيا ما زالت جديدة, une machine toute neuve,
elle a un champ qui est très, très, très homogène. Mais jamais homogène en tout point. Que dire après l'introduction d'un patient, où le patient يدخل وتعرفوا في تونس كيفاش يدخل الباتيون بالسنتور نتاعو والمراه تدخل بالسوتيان غورج نتاعها et on aura une hétérogénéité du champ magnétique qui est très importante. Cette hétérogénéité du champ magnétique, déjà, elle influence la valeur ou cette courbe. Au lieu que cette courbe décroît comme ça, elle va décroître rapidement par l'hétérogénéité du champ magnétique. OK? Donc, il faut éliminer cette composante étoile pour avoir du T2 pur, passer du T2 étoile vers le T2 pur et comme ça, interpréter les images convenablement. Voilà, je vous remercie. Manache, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est clair, oui. Merci beaucoup, Dr. Mes. Pour le moment, il n'y a pas de questions, seulement il y a Hatem qui a posé une question. Comment elle les met en phase? Il parle de l'onde, je pense, de radio. L'onde RF, pourquoi elle met les protons en phase? Eh bien, c'est une propriété physique, parce que on ne sait pas pourquoi. L'onde RF, elle met en phase les spins. Dès qu'on émet une onde RF, les protons, ils vont se mettre en phase. Voilà. Mais du moins, moi, je n'ai pas d'explication, puisque je ne suis pas biophysicien. Donc, je n'ai pas d'explication. Mais même dans les bouquins, ils n'expliquent pas pourquoi l'onde RF, elle met en phase les différents spins. Mais il il y a vaut une autre mieux. question de la part de. Il y a une question de Brat Hassan sur le plan pratique. Ça veut dire quoi éliminer l'hétérogénéité du B0? Sur le plan pratique, parce que travailler dans un champ hétérogène, ça donne des images. Le contraste, il n'est pas constant. Le contraste, il va varier d'un jour à un autre, d'une coupe à une autre. Et ça, c'est pas bien. On sait interpréter des signaux qui sont constants. Un tissu en hypersignal T1, je sais qu'il est en hypersignal T1 parce qu'il contient du sang, parce qu'il contient de la mélanine, ou il contient de la graisse. Mais un nodule en hypersignal T1 وهو يكون un nodule inflammatoire alors que normalement il est en hyposignal T1. OK? Donc l'hétérogénéité du champ magnétique donne des erreurs de mesure puisque les courbes décroissantes deviennent très variables. Puisqu'ils deviennent très variables, donc on peut pas leur faire confiance et les interpréter convenablement. Le but, c'est d'interpréter des signaux qui sont toujours constants. La composante étoile, elle est variable d'un sujet à un autre, d'une séquence à une autre, d'une coupe à une autre, et même au sein d'un même patient. Tu as un plan de coupe en théorie, un plan de coupe avec les mêmes paramètres et on ne trouve pas le même contraste. Et bien tout simplement parce que le champ, il est hétérogène. OK? Donc la décroissance, il faut faire attention à ben T2 ou T2 étoile. Donc le T2, c'est inévitable, même dans le monde parfait, il y a toujours une décroissance. En T2, cette décroissance, elle est due à quoi? Elle est due à l'interaction spin-spin. Les spins vont s'interagir et on aura une décroissance T2. Alors que le T2 étoile, c'est le T2, comme si les protons, et il y a un autre facteur qui arrive pour les encourager à se disputer et donc se déphaser beaucoup plus rapidement. Le facteur, il est très variable. Comme le facteur de vent. Le vent, c'est très variable d'un instant à un autre. Il change de direction, il change de vitesse d'un instant à un autre. Donc, on ne peut pas utiliser l'hétérogénéité du champ magnétique pour interpréter un signal de façon correcte. D'accord. Il y a une autre question. Puisque T2 étoile est aléatoire et n'est pas constante, pourquoi donc on l'a fait sur le plan pratique? La T2 étoile n'est pas constante. C'est une bonne question.
La composante étoile, elle n'est pas constante, mais elle n'est pas aussi aléatoire. مش كيما تو خالد فسرتكم juste معناتها elle fait varier de quelques millisecondes, mais on va l'utiliser pour détecter des choses qui donnent une hétérogénéité du champ magnétique. Le son essentiellement, l'hémoglobine, donc avec le méthhémoglobine, le désoxyhémoglobine et l'oxyhémoglobine, qui donnent une hétérogénéité du champ magnétique. Avec le T2 étoile, on cherche à amplifier cette hétérogénéité du champ magnétique. Donc, on ne l'utilise pas pour interpréter des signaux, généralement le T2 étoile, on l'utilise pour exploiter cette hétérogénéité du champ magnétique qui n'est pas due à l'hétérogénéité de la machine, mais qui est due à l'hétérogénéité au sein d'un tissu. OK? Ma question, B0 non recueilli par la bobine, eh ben, parce que la bobine, elle est orthogonale à B0, donc sur le plan physique, la bobine n'est pas gênée par le B0. Pour le TD étoile, par l'hétérogénéité de B0, n'est pas la séquence de étoiles classique. Bon, séquence T2 étoile classique, c'est une séquence. Attends, les séminaires GAIN. Comment on pondère en T2 étoile? Le T2 étoile, généralement, c'est toutes les séquences en écho de gradient. Toutes les séquences en écho de gradient donnent un contraste en T2 étoile et non pas en T2. OK? Mais il y a beaucoup d'astuces pour essayer de diminuer au maximum cette hétérogénéité du champ magnétique. OK? Mais le fait de travailler en écho de gradient, on n'aura pas du T2 pur, on n'aura que du T2 étoile. OK? D'accord. Et pour le B0 qui est orthogonal à la bobine et non recueilli, comment il hétérogénise le signal? L'hétérogénéité, ce n'est pas l'hétérogénéité du signal, c'est l'hétérogénéité du champ magnétique. Le B0, idéalement, et dans le monde parfait, normalement, on introduit le patient, en tout point du patient, on a un champ magnétique qui est égal à 1,5 Tesla 0000, ce qui est impossible. Allez, le son déjà contient de l'hémoglobine qui donne une hétérogénéité du champ magnétique. Ça, le patient a une prothèse, ça donne une hétérogénéité. Donc, les différents pixels qui constituent l'image, ما فماش 1.5 Tesla. مرة تلقاه 1,49, مرة 1,51, مرة 1,45 et ainsi de suite. OK? Nisa, il a posé une question intéressante. Comment peut-on interpréter le signal en T1? C'est une très bonne question. Comment on mesure le signal en T1? T1, c'est le vecteur vert. Or, le vecteur vert, on ne le mesure pas directement, on va le mesurer indirectement. On va le voir, Inch'Allah, le séminaire J. C'est un peu compliqué. Séminaire J, ça devient beaucoup plus simple. La prochaine séance, c'est une bonne question. La prochaine séance, اليوم شنو احنا؟ اليوم خميس. Jeudi, oui. Le problème, غدوة مثال غدوة ما يقلقنيش. 16h comme d'habitude. D'accord. Et pour le nombre, honnêtement, j'ai pas pu suivre le séminaire d'aujourd'hui car j'ai eu beaucoup d'interrogations sur ma boîte email. Pour le nombre, est-ce qu'on peut le résoudre le nombre de والله مش نحاول توا حاسين دوب نكملوا الواحد هذا باش نهز التليفون باش نحاول je trouve une solution pour ce problème là. Et pour enfin pour l'enregistrement qui est en cours, on peut l'enregistrement كان تحب أسامة تو جو ديفيوز تو نحطه في حتى في لا اله الا محمد رسول الله في الباج عندي في جوجل كلاس روم جو في لو بارتاجي افيك ان لien معناتها تنجموا يدخلوا العباد الكل peuvent le consulter في الشين يوتيوب. D'accord. Merci beaucoup, docteur Mesr. Je vous remercie tous. Voilà. يعطيكم الصحة. demain, إن شاء الله. وشيء طيبة وأدوما إن شاء الله. demain شيء طيبة. يعيشك. Salut tout le monde.